regarder sous les étoiles exactement. Le 7 janvier 1610, à Padoue en Italie, l'Italien Galileo Galilei, plus sobrement Galilée, a l'idée de pointer sa toute nouvelle lunette vers Jupiter. Il constate l'existence de plusieurs étoiles proches de la planète. Seulement voilà, comme il est fasciné par ce spectacle, il revient plusieurs jours, ou plutôt plusieurs nuits, sur cette observation. Et là, c'est la surprise. Ces étoiles bougent, et elles changent de place. Elles semblent tourner autour de Jupiter. Galilée comprend vite que ce ne sont pas des étoiles, mais bel et bien des satellites. Comme sur Terre, nous avons la Lune. On les appellera les satellites galiléens. Mais quelques années plus tard, l'astronome allemand Simon Marius prétendra les avoir découverts avant Galilée. Quel toupet! Oui, quel toupet quand même ce Marius! Oui, peut-être, parce que Galilée a toujours soutenu que c'était sa découverte. En tout cas, c'est bien Simon Marius qui a donné à ces satellites les noms de Io, Europe, Ganymède et Callisto, du nom de quelques amoureuses de Zeus, qui est ensuite devenu Jupiter chez les Latins. Galilée les avait appelés les astres médicéens pour faire plaisir aux Médicis, qui était la famille la plus puissante de Florence et de l'Italie à cette époque. C'est Cosme II qui était à la tête du duché depuis 1609, et il faut bien reconnaître ce mérite, les Médicis ont constamment protégé Galilée. Ce Galilée était un peu lèche-botte. Enfin, si on peut dire lèche-botte en parlant de l'Italie. Cette découverte de Galilée allait modifier profondément l'astronomie, parce que pour la première fois, on montrait que rien n'était immuable dans le ciel lointain, puisque des satellites tournaient autour d'une planète. Et c'était aussi la preuve que la Terre n'était pas au centre de l'univers, puisque Jupiter était lui-même au centre d'un autre système lointain. Oui, ça tournait et c'était une révolution. C'est bien le cas de le dire. Comme on sait, tout ça va se terminer très mal. En 1633, Galilée est convoqué par le Saint-Office à Rome, où il est accusé de défendre le système héliocentrique de Copernic, qui fait du Soleil le centre du système solaire. C'est que cette idée est contraire aux Saintes Écritures. Et Galilée a beau se défendre en disant qu'il ne faisait que soutenir une hypothèse de travail, il est reconnu comme véritablement suspect d'hérésie. Et après avoir adjuré, il est condamné à la prison. Ça rigole plus. Heureusement, sa peine sera commuée en assignation à résidence, mais il faudra attendre 1992, j'ai bien dit 1992, pour que le pape Jean-Paul II reconnaisse à demi-mot une erreur de l'Église. Quant à la phrase « et pourtant elle tourne », il semble bien qu'elle soit une légende et que Galilée, même s'il l'a pensée, ne l'a jamais prononcée. Giovanni Domenico Cassini, né 60 ans après Galilée, découvre avec les progrès de l'optique les bandes de Jupiter,
qui sont de gigantesques flots de nuages répartis sur des bandes distinctes qui tournent en sens contraire, et il décrit aussi une mystérieuse grande tache. Mais cette tache, décrite par Cassini en 1665, disparaît vers l'an 1700. Et la tache que l'on voit aujourd'hui s'est formée vers 1850. Et c'est là qu'on l'a appelée la grande tache rouge, du fait de sa couleur brique qui surprend. Cette tache est un peu plus grosse que la Terre. C'est en fait un gigantesque anticyclone large de 12 000 km. Il y a là des vents qui soufflent à 700 km/h. Cette tache fascinante a été bien détaillée par Voyager 1 qui l'a survolée le 27 février 1979. Sur Terre, les vents les plus rapides mesurés par un anémomètre balayaient à 408 km/h. Cette vitesse un peu terrifiante a été enregistrée sur l'île de Barrow, en Australie, le 10 avril 1966, quand est passé le cyclone Olivia. Mais une estimation non mesurée donne des vents à 517 km/h dans l'Oklahoma en mai 1999. C'est rapide. Mais est-ce qu'on sait à combien a été mesuré le vent le moins rapide? On verra ça une autre fois, Dorothée. Ensuite, Voyageur 1 a continué son voyage dans l'espace, et il est actuellement à plus de 25 milliards de kilomètres de la Terre, environ 170 fois la distance Terre-Soleil, si bien que les signaux qu'il envoie, mais il en envoie un peu moins à mesure que le temps passe, faute d'énergie disponible, ces signaux mettent 24 heures pour nous parvenir. On peut simplifier, pour que tout le monde comprenne, en disant qu'il est très loin. Oui, mais on avait compris. Il a quitté l'héliosphère en 2012, et c'est le premier objet construit par l'homme, Et par quelques femmes aussi. le premier objet à aller se perdre dans l'espace interstellaire. Ça donne un peu le vertige. Vous regardez sous les étoiles exactement. Pour nous remettre d'un si grand voyage, tu pourrais nous dire quelques mots de Jupiter, parce que quand même, c'était un drôle de coco. Tu n'as pas tort. Dans nos cultures, Dieu a tendance à donner l'exemple, mais avec les dieux grecs ou romains, il ne fallait pas attendre des leçons d'exemplarité. Et Zeus, que bien plus tard les Romains appelleront Jupiter, n'avait pas de très bonnes manières. Dès sa naissance, ce fut un peu compliqué. Cronos son père, Saturne chez les Romains, Cronos, dévorait ses enfants à la naissance, parce qu'une prophétie avait prédit qu'il serait tué par l'un d'eux, pour prendre sa place, bien sûr. Mais Rhea, la femme de Cronos, en avait un peu marre de voir ses enfants dévorés les uns après les autres. Alors, à la naissance de son dernier-né, elle le cacha, et elle donna à Cronos une pierre emmaillotée dans des langes, et Cronos, ce grand baluchon, avala la pierre en croyant avaler son fils. C'est ballot. Et en plus, à ce qu'on m'a dit, c'était un gros dragueur. On t'a dit la vérité, Dorothée. Zeus était marié à Héra, sa propre sœur. Ça commence mal. Oui, c'était une déesse très jalouse, mais elle avait ses raisons. Zeus était un terrible coureur de jupons. Lors d'un premier mariage, il avait épousé Métis, mais après mûre réflexion, il l'avait avalée parce qu'il avait peur qu'elle lui donne un fils plus puissant que lui, Zeus, le dieu des dieux. C'est la marque d'un certain manque de confiance en soi. Ensuite, alors qu'il avait donc épousé Héra, il est tombé amoureux de Leto, et Leto
alors qu'elle était enceinte des œuvres de Zeus, a dû fuir la colère d'Héra pour aller accoucher au fin fond de l'Olympe, pour accoucher d'Artémis et d'Apollon, des jumeaux, frères et sœurs, peut-être un peu plus. C'est vrai qu'ils ont l'air très amoureux, mais bon, ça ne nous regarde pas. Après Leto, il y eut Europe. Pour séduire la belle Europe, il se transforme en taureau blanc. Et ça marche? En tout cas, avec moi, ça n'aurait pas marché. Et ensuite, il y eut Danaé. Là, Zeus se transforme en une averse d'or pour aborder la belle Danaé. Il lui fera un enfant qui n'est autre que Persée, qui un jour, beaucoup plus tard, coupera la tête de la Méduse et sauvera la belle Andromède. Vous regardez sous les étoiles exactement. Si nous parlions un peu de la Lune, pour ramener un peu de fraîcheur, après cette mythologie tellement cruelle et violente. Bonne idée. En janvier, nous aurons la pleine lune le 3 janvier. On l'appelle la lune du loup et la nouvelle lune sera le 18 janvier. Les Amérindiens ont nommé leur pleine lune au XVIIe siècle, et ce calendrier lunaire a connu un grand succès quand se développa, dans les campagnes, l'usage des almanachs. C'est l'almanach du vieux fermier, publié depuis 1792, qui lança l'affaire. On y trouve un peu de tout. En janvier la lune du loup, en février la lune des neiges, en juin la lune des fraises, qui correspondait à la cueillette, très populaire, des fraises sauvages. Dans les années 30, ces dénominations rejoignent le folklore, en Europe de l'Ouest, et l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, finit de populariser ce concept, dont les médias auraient bien du mal à se passer aujourd'hui. Le 3 janvier serait la lune idéale pour voir le plus bel essaim d'étoiles filantes de l'année. C'est la nuit d'étoiles filantes des Quadrantides, qui sera à son maximum, jusqu'à 120 météores par heure. Seulement voilà. Comme on vient de le dire, ce sera la pleine lune, dont la lumière va nous effacer la plupart des étoiles filantes. Dommage. Mais avec un peu de chance, il sera possible de voir quand même quelques bolides. Mais, si j'ai bien compris, qu'en août les Perséides semblaient surgir de la constellation de Persée, je ne comprends pas d'où nous viennent les Quadrantides. Le cadran est une constellation d'autrefois. Le Quadrans Muralis, qui a disparu quand l'Union astronomique internationale a normalisé les noms des constellations en 1922. Cette constellation s'affichait entre les constellations du Bouvier et du Dragon. Mais si son nom a été effacé des tablettes, l'essaim d'étoiles filantes provenant de ce coin du ciel avait été nommé l'essaim des Quadrantides, et on a conservé ce nom aujourd'hui encore. Et quelle est la comète, à l'origine de ces étoiles filantes? Curieusement, alors que les essaims d'étoiles filantes proviennent effectivement des débris d'une comète, les Quadrantides viennent plus probablement d'un astéroïde, un noyau de comète éteint, d'une ancienne comète qui a perdu sa glace et n'a plus de queue. Lors de sa désintégration, elle a formé un nuage de particules glacées qui croisent l'orbite terrestre tous les ans à date fixe. Je vous préviens, on va sûrement crever de chaud le 4 janvier parce que la Terre sera alors à sa position la plus proche du Soleil. C'est vrai, mais c'est faux. C'est vrai parce que sur son orbite elliptique, la Terre se rapprochera le 4 janvier à seulement 147 millions de kilomètres du Soleil. Cette position proche s'appelle le périhélie, de péri autour et hélios le Soleil. Mais c'est faux parce que la température ne dépend pas de la distance au Soleil,
mais de l'inclinaison de la Terre sur son axe, qui conditionne les saisons. Nous allons fêter, en janvier, l'anniversaire de ce 1er janvier 1801, où l'astronome Giuseppe Piazzi découvrit un nouvel astre entre Mars et Jupiter. Mais ça n'était pas une planète, c'était Cérès, le plus gros astéroïde qui gravite dans ce qu'on appelle maintenant la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Aujourd'hui, on a reclassé Cérès en planète naine. Elle ne fait que 640 km de diamètre. C'est petit, à l'échelle des autres astres connus, mais c'est énorme pour un astéroïde, puisque Cérès à elle seule représente 30% du total de la ceinture d'astéroïdes. Dans son cratère appelé Occator, on voit des taches brillantes. Ce sont des remontées de saumure qui trahissent un volcanisme sur ce petit objet. Le 2 janvier 59, l'URSS lance Luna 1. C'est le premier engin à échapper à la gravitation terrestre, au point d'aller passer près de la Lune. Le 3 janvier 2004, une sonde américaine se pose sur Mars et le rover Spirit explore son site d'atterrissage sur la planète rouge. Il est prévu pour fonctionner 90 jours. C'est beaucoup. Mais en réalité, il fonctionnera 6 ans et constatera qu'il y eut jadis de l'eau liquide sur Mars. Et le 4 janvier 1643, c'est la naissance d'Isaac Newton, qui nous apprendra les lois de la gravitation universelle, qui structurent toute la mécanique céleste, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il ne faudrait tout de même pas se quitter sans avoir salué la Lune. C'est vrai. Le 3 janvier, c'est la pleine lune du Loup, qui sera très brillante dans le ciel du soir. Juste après le coucher du soleil, on pourra voir Jupiter très brillante, toute proche de la Lune. Le 18 janvier, c'est la nouvelle lune et c'est le moment idéal pour une observation du ciel et pour une révision des principales constellations. Les 22 et 23 janvier, en soirée, la Lune se rapproche de Saturne, et bien visible à l'œil nu. Pour voir Neptune, très proche aussi, il faudra des jumelles. Ces trois-là forment un joli regroupement au crépuscule. Et le 27 janvier, la Lune se rapproche de l'amas des Pléiades, M45 du catalogue de Messier. C'est ce bel amas ouvert dont nous avons déjà parlé dans la constellation du Taureau. Pour mémoire, le revoici.
Messier fut un grand astronome du XVIIIe siècle. Il a eu la chance d'observer une grande comète à 14 ans et 4 ans plus tard, une éclipse de soleil. Il y avait de quoi créer une vocation d'astronome. Il part donc à la recherche de comètes et il en découvre plusieurs. Mais les comètes de Messier avaient un gros défaut. La plupart étaient curieusement immobiles. Ça ne collait pas. Alors, comme elles ressemblaient à des petits grumeaux de nuages, il les appelle des nébuleuses. Et leur nature restait inconnue. Il en fait un catalogue, le fameux catalogue de Messier, qu'on utilise encore aujourd'hui et qui comporte de nos jours 110 objets célestes, qui sont des nébuleuses, des galaxies comme M31, la galaxie d'Andromède, des amas d'étoiles. Messier avait beaucoup impressionné Louis XV, qu'il appelait le furet des comètes. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour notre épisode de janvier 2026. Toute notre petite équipe vous donne rendez-vous au mois prochain, et Dorothée va se faire un plaisir d'appuyer sur le bouton vert qui lance le générique de fin. Oui, bien sûr. Et comme il se doit, bonne année, sous les étoiles exactement, à tous ceux qui suivent nos aventures. 2026 sera une année particulière et riche avec une éclipse de soleil. Ce sera le 12 août. On compte sur vous. Nous aurons largement l'occasion d'en reparler. À bientôt!